Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'IRIS, qui cette semaine va être consacrée à l'actualité électorale latino-américaine qui est assez intense, puisque le 11 avril 2021 devait, je dis bien devait, se tenir trois scrutins très importants. D'abord au Chili avec l'élection de la Convention constitutionnelle qui devait mettre en place donc les députés constituants qui devaient préparer un projet de nouvelle constitution du pays, tout ça faisant suite aux mouvements sociaux de la fin de l'année 2019, on y reviendra dans un instant. Je dis devait parce qu'en fait la nouvelle importante à cette étape c'est que précisément cette élection a été reportée, le gouvernement s'étant basé sur la crise sanitaire pour justifier d'un report de cette élection qui désormais va se tenir les 15 et 16 mai, donc un décalage d'un mois qui aura certaines conséquences sur la campagne et puis sur le calendrier de mise en œuvre de tout cela. Deuxième élection qui va se dérouler le 11 avril, c'est une élection présidentielle et législative au Pérou, hein, c'est très important, on va y revenir aussi. Et puis aussi, enfin, un deuxième tour très attendu dans l'élection présidentielle en Équateur. Deuxième tour après un entre-deux tours assez dense, intense et même qui a été marqué par pas mal de tensions entre les principaux protagonistes de cette élection. Donc on va parler un petit peu de tout ça, évidemment, avant toujours rappeler le contexte dans lequel ces élections se déroulent en Amérique latine. Le contexte est évidemment la crise sanitaire qui est en Amérique latine la plus forte qui soit au monde. L'Amérique latine est vraiment le foyer central, si je puis dire, de la pandémie. À peu près 8% de la population mondiale, l'Amérique latine, et pourtant 25%, un quart des morts à déplorer de cette épidémie. Ça se passe en Amérique latine. Trois pays en question sont évidemment frappés par cette épidémie. Alors on va commencer par le Chili. Donc au Chili, on avait déjà dans des précédentes chroniques abordé un petit peu le fond du dossier, je ne vais pas y revenir à cette étape. En tout cas, l'élection des députés constituants, donc cette convention constitutionnelle, comme on le dit en termes juridiques, devait se tenir le 11 avril, ainsi que des élections municipales et régionales. Donc c'était un moment important. Le gouvernement, après un débat aux deux chambres parlementaires, a décidé donc un report du fait de la pandémie, même si le Chili est un pays qui est plutôt avancé en matière de vaccination, par exemple, puisque à peu près 45% des Chiliens ont déjà reçu une injection contre la Covid. Ça représente à peu près 7 millions de doses qui ont été distribuées dans le pays. Et donc, malgré cela, eh bien, le Chili, aujourd'hui, c'est quand même plus d'1 million de cas de Covid sur un pays de 19 millions d'habitants. Et puis, c'est aujourd'hui un peu plus de 23 000 décès dans le pays. Et donc, on a décidé de reporter l'élection. Alors, ça aura forcément des conséquences. D'abord, le fait que le calendrier de mise en place de ce travail sur la nouvelle constitution va être reporté aussi d'un mois. Tout ça fera que, en gros, eh bien, le nouveau texte sera proposé par référendum aux Chiliens, certainement au printemps 2022. Et peut-être qu'à ce moment-là, si les Chiliens décident de voter le texte, une nouvelle constitution se mettra en place au Chili, avec derrière une nouvelle élection présidentielle, puisque l'élection présidentielle sous l'actuel régime constitutionnel est prévue en novembre 2021. Donc peut-être qu'un président sera élu ou réélu pour quelques mois seulement avant de nouvelles élections. Mais ça, ce sont des projections un peu à long terme. Toute la question, en fait, et l'enjeu de ce vote à la Convention constitutionnelle, c'est de savoir s'il va finalement permettre une vraie rénovation démocratique du pays, ce qui était le souhait du mouvement social qui a porté cette revendication et qui a obligé finalement le président Sébastien Piñera à concéder, parce que c'était une concession, l'organisation de cette assemblée constituante, mais dont les règles du jeu permettent quand même assez largement aux partis politiques actuels de contrôler de manière assez stricte, assez claire tout le processus, à la fois dans l'élection des députés constituants, puis à la fois après dans le mode d'adoption des nouveaux textes et des nouveaux articles qui constitueront la prochaine constitution, ce qui fait dire à certains critiques que finalement ce processus va permettre à Piñera peut-être finalement de fermer ce cycle ouvert par les mobilisations populaires en finalement gardant le contrôle et en apparaissant comme celui qui finalement a permis une transition ordonnée de la situation politique et sociale du pays. On verra tout ça, on le verra dans les prochains mois, aussi à la lueur des évolutions économiques, de la situation économique qui est aujourd'hui très mauvaise, hein, puisque le Chili comme tous les pays américains, plongé avec une récession de 5% en 2020, mais les projections lui donnent une possibilité de rebond
justement cette année à plus de 5%. Donc tout ça va jouer et reconfigurer un petit peu les choses à mesure que ce processus constitutionnel va avancer. Donc il faudra suivre tout ça. Deuxième élection importante, le Pérou, je vous le disais. Alors le Pérou, c'est un pays lui de 33 millions d'habitants et un corps électoral de 25 millions d'électeurs. Donc ce sont eux qui vont se rendre aux urnes dans ce pays très instable sur le plan politique. Là aussi, on se rappelle peut-être qu'il y a quelques mois en arrière, le pays a connu 3 présidents en 5 jours, après de multiples crises politiques que je ne vais pas développer maintenant. Mais depuis 2016, grosso modo, l'élection du président à l'époque qui a dû démissionner pour corruption et toute une série d'événements qui sont passés. Après, le pays vit une crise politique permanente depuis 2016, grosso modo, avec un gros problème d'instabilité. Et donc, ces élections sont censées relancer un petit peu aussi la vie politique et permettre une meilleure stabilité à ce pays, qui lui aussi est fortement touché par le Covid. On a eu au Pérou, là aussi, c'est 1,5 million de cas de gens qui ont été touchés. C'est un des pays qui aussi a payé un fort tribut économique, puisque le pays a dévissé, si je puis dire, de 12% en 2020, une récession de 12%. Il faut imaginer ce que ça veut dire dans un pays avec tant d'inégalités, de pauvreté, de difficultés, de faiblesse aussi des services publics, etc. Et donc le pays où il y a eu 53 000 morts depuis l'arrivée de la pandémie, lui aussi connaît des difficultés. Et que va-t-il se passer? Là, on n'en sait rien, parce que le scénario semble quand même très compliqué. Il y a 18 candidats qui vont se présenter à l'élection du 11 avril, et 10 de ces 18 se tiennent entre, selon les enquêtes d'opinion, se tiennent entre 8, 9, 10% des voix. Donc en fait, ce qu'on peut dire à cette étape avant le vote, c'est que ce qui se prépare, c'est certainement une énorme, grande fragmentation à la sortie de cette élection du paysage politique péruvien, avec certainement des difficultés incommensurables à construire des majorités parlementaires pour le prochain ou la prochaine présidente. Donc je vous ai 18 candidats, 3 sortent du lot. Le centre droit est représenté par quelqu'un qui s'appelle Yoni Lescano, qui aujourd'hui sort en tête des sondages à 10, 11%, parfois 12%, mais plutôt autour de 10 en gros en général. Il est suivi de la candidate de la gauche péruvienne, la jeune Verónica Mendoza, qui pareil est entre 8, 9, 10% parfois. Elle a fait une belle impression au débat télévisé entre les candidats qui s'est déroulé la dernière semaine de mars au Pérou. Bon, elle est là. Et le troisième candidat, c'est un économiste de renom qui s'appelle Hernando de Soto, et qui lui représente la droite vraiment libérale péruvienne. Puis ensuite, il y a les Fujimoristes. Enfin, il y a toute une galaxie de candidats, encore une fois, mais très éparpillés. C'est ça qu'il faut retenir, à mon avis, à cette étape. Donc, ce qui va sortir, en fait, de l'élection péruvienne, c'est certainement ça. Et 130 sièges au Congrès qui vont certainement ne pas permettre de construire des majorités durables pour les prochaines autorités du pays. Donc là aussi, un Pérou dont on dit qu'il récupérerait un peu économiquement, avec une croissance qui reviendrait à 8 points, une des plus fortes du pays. Là aussi, un pays qui vit essentiellement ses exportations de matières premières, de minerais en particulier. Donc la difficulté politique semble ne pas pouvoir être résolue avec cette élection. Donc on va suivre ça le 11 avril, et il y aura matière à analyser à la sortie de ce vote très incertain. Puis enfin, troisième élection importante, celle de l'Équateur, donc le 11 avril. L'Équateur, 17 millions d'habitants, un peu plus de 13 millions d'électeurs conviés aux urnes le 11 avril, pour déterminer qui de Andrés Arauz, donc le candidat de la gauche équatorienne, le candidat issu du processus de la révolution citoyenne qui avait été fondé par Rafael Correa, et donc qui avait gagné le premier tour avec à peu près 32% des voix. Eh bien aujourd'hui, il reste celui qui probablement peut gagner l'élection, même si l'écart et la campagne très très dure entre les deux tours pose une incertitude. Mais enfin, aujourd'hui, il semblerait quand même que ce soit lui qui puisse gagner, parce qu'en face, il y a un candidat très connu en Équateur qui s'appelle Guillermo Lasso, qui représente là aussi la droite libérale, banquier de son État, et qui aujourd'hui va essayer finalement d'agglomérer tous les anti-révolution citoyenne, tous les anti-Rafael Correa, que ce soit ceux de la droite et du centre-droit, mais aussi ceux de l'électorat qui a voté pour Yacu Pérez au premier tour, le candidat indigène de Pachacuti, qui lui a décidé d'appeler ses électeurs à ne voter ni pour Guillermo Lasso ni
pour Andrés Arauz, considérant que le premier tour avait été l'objet d'une fraude dont il aurait été la victime. Bon, tout ça a créé beaucoup de tensions, a laissé beaucoup de traces dans un pays là aussi très polarisé d'une manière assez générale entre les pros et les anti-coréistes, pour le dire comme ça. En tout cas, Yacoub Pérez a décidé de ne pas prendre parti. Est-ce que ses électeurs vont suivre ses consignes? Rien n'est indiqué, mais est-ce que ses électeurs vont choisir finalement la droite libérale de M. Lasso ou vont finalement voter pour le candidat de centre-gauche, M. Arauz? C'est la question qui est posée dans ce deuxième tour, qui là aussi va être compliqué dans un pays meurtri par l'épidémie. On se souvient des images terribles en 2020 de cercueils dans les rues des villes équatoriennes. Il y a 336 000 cas de Covid officiellement en Équateur. Il y a plus de 17 000 morts, donc pays de 17 millions d'habitants. Là aussi, avec une crise économique importante, moins 7% du PIB en 2020. Là aussi, un rebond attendu relatif en 2021 de 4 et quelques pourcents de l'économie. Donc, est-ce que ça va jouer en faveur du prochain gouvernement? Eh bien, ce sera à suivre. En tout cas, le pays est meurtri par ça. Il est aussi très, disons, touché par cette polarisation qu'on connaît bien en Équateur. Donc là aussi, le prochain président, quel qu'il soit, aura fort à faire face à une situation sanitaire dégradée, économique pas bonne non plus, et puis aussi un pays qui s'est endetté beaucoup auprès du FMI, auprès de la Chine. Ça aussi, ça va être à gérer pour le prochain gouvernement. Et puis, prochain gouvernement qui aussi aura du mal à avoir une majorité, même ponctuelle, au Parlement, puisque l'élection du premier tour a donné un paysage du Congrès, du pouvoir législatif, là aussi assez éclaté. Ça va être très dur pour Andrés Arauz d'avoir une majorité fonctionnelle à l'Assemblée. Ça sera certainement même encore plus dur pour Guillermo Lasso, puisqu'il a élu beaucoup moins de députés au premier tour que son concurrent du deuxième tour. Donc on va avoir ça, et j'insiste là-dessus parce que une des caractéristiques des situations politiques latino-américaines dans le contexte d'instabilité, etc., c'est aussi cette difficulté à avoir des symétries et des unités entre les pouvoirs exécutifs souvent forts, mais aussi des pouvoirs législatifs parlementaires qui sont souvent fractionnés, qui obligent à des coalitions soit durables, soit ponctuelles, ce qui ne contribue pas, pour le coup, à la stabilité des régimes politiques en place. Donc tout ça, on verra plus clair à la sortie du 11 avril. Et puis donc pour le Chili, il faudra attendre la mi-mai pour savoir ce que va devenir ce processus de nouvelle constitution dans ce pays. À bientôt donc pour l'analyse des résultats prochainement et une nouvelle chronique de l'Amérique latine.